Lors d'un examen médical avec ma femme, on a découvert qu'elle avait un cancer de l'estomac. Je suis rentré chez mes parents pour leur demander de vendre notre maison afin de la sauver. Ma mère m'a alors dit: je peux te donner le titre de propriété mais à une condition. Dis-lui d'abord que c'est toi qui as un cancer de l'estomac. Je ne comprenais pas les paroles de ma mère, mais pour sauver ma femme, j'y ai fait ce qu'elle m'avait dit. Le soir même, ma belle-mère est venue chez nous pour me conseiller de divorcer et ne pas entraver l'avenir de sa fille. Ma femme m'a aussi dit que si j'y aimais vraiment quelqu'un, je ne devrais pas gâcher le reste de sa vie. Je regardais ma femme stupéfait, incapable de croire qu'elle puisse tenir de tels propos. Dès le début, j'y avais compris les intentions de ma mère. Elle voulait mettre notre couple à l'épreuve, voir si ma femme méritait que nous vendions la maison pour la sauver. Je était même persuadé que notre amour était plus solide qu'elle, or capable de résister à n'importe quelle épreuve. C'est seulement maintenant que je comprends la sagesse de nos ancêtres. Les époux sont comme des oiseaux sur la même branche, mais quand le malheur frappe, chacun s'envole de son côté. Voyant que je restais muet et stupéfait, ma femme me dit avec une sincérité troublante: tu sais, les traitements contre le cancer ne sont pas aussi simples que tu l'imagines. Tu peux chercher sur internet les témoignages des familles qui ont lutté contre le cancer, elles ont tout dépensé et pourtant. Ma belle-mère, incapable de contenir son impatience, enchaîna: exactement, pour te sauver il faudrait vendre la maison, la voiture et s'endetter partout, et au final quand tu seras mort, que deviendra ma fille? J'y avais toujours traité ma belle-mère avec le plus grand respect, mais cette fois je l'ignorais délibérément. Fixant intensément les yeux de ma femme, je demandais d'une voix grave: c'est vraiment ce que tu penses? Ma femme a dit: j'espère que tu ne seras pas trop égoïste et que tu penseras aussi à moi. J'y ai demandé: tu penses que vouloir survivre est une chose égoïste? Ma femme a soupiré et a dit: je sais seulement que si c'était moi qui avais un cancer, je ne t'imposerais pas ce fardeau, je divorcerais et choisirais de porter cela seul. Je suis resté silencieux. Ma belle-mère, en essuyant ses larmes, m'a dit: je sais que tu te sens blessé, mais quelle faute a commis ma fille? Elle est encore si jeune, comment va-t-elle vivre le reste de sa vie? Je me suis soudain dit que ma belle-mère avait peut-être raison, je suis encore jeune, et si je dépensais toutes nos économies pour sauver ma femme, pour finalement échouer, comment pourrais-je vivre le reste de ma vie? C'est à ce moment-là que ma femme m'a tendu soudainement les papiers du divorce. Un frisson m'a parcouru, je venais à peine de lui annoncer la nouvelle et elle avait déjà préparé les documents de divorce. J'y ai pris le contrat et elle est examinée, mais je n'ai pu m'empêcher de rester stupéfait. C'est tout simplement un contrat abusif. Après le divorce, non seulement l'argent liquide doit être partagé à parts égales, mais la propriété immobilière doit également revenir à ma femme. Il ne me restera qu'une voiture. Je soupçonne que si elle savait conduire, je n'aurais même pas pu garder cette voiture. Ma femme a dit: si tu ne vois pas de problème, signe-le, puis nous irons au bureau des affaires civiles pour divorcer. Je dis: tu trouves ce contrat équitable? La maison a été achetée par ma famille, pourquoi devrait-elle t'appartenir après le divorce? Ma belle-mère s'empressa de répondre: tu te souviens de ce que j'y ai dit quand tu as épousé ma fille? J'y ai été très clair, il fallait absolument une maison pour se marier. Je rétorquai: je m'en souviens, mais maintenant nous divorçons, non. Ma belle-mère, visiblement inquiète, insista: cette maison est une garantie pour ma fille, justement pour faire face aux imprévus après votre mariage. Maintenant que tu es vraiment malade, n'est-il pas logique que nous récupérions cette garantie? Je pris une profonde inspiration, réalisant soudain que la garantie dont elle parlait avant le mariage signifiait cela. La dot était une garantie, la maison aussi une garantie. Si je trompais, elle prenait la garantie. Si je mourais de maladie, elle prenait aussi la garantie. Face au risque, elle récupère tous les bénéfices, alors que me reste-t-il à moi? Je répondis avec colère: impossible, je ne te donnerai pas la maison, je suis juste malade, je ne suis pas en tort, pourquoi devrais-je te la donner? Ma femme me regarda d'un air mélancolique et dit tristement: tu ne veux même pas m'offrir ce dernier cadeau. Autrefois, quand elle me parlait avec cette expression pitoyable, cela me brisait le cœur. Mais cette fois, j'y ai ressenti un frisson de malaise. Que appelle-t-on un cadeau? Et s'emparer du bien immobilier d'une personne malade et oser qualifier cela de cadeau avec un tel culot? Ma belle-mère, voyant ma fermeté, a adouci son ton et m'a dit: écoute-moi, donner cette maison à ma fille, ce n'est pas seulement pour nous. Si jamais il t'est arrivé quelque chose, il faudrait bien que quelqu'un s'occupe de tes parents, non? Ma femme s'est empressée d'ajouter: oui, je pourrais m'occuper de mes beaux-parents plus tard. Je la regardais froidement. À ce moment-là, je ne croyais plus un mot de ce qu'elle disait. Avant notre mariage, elle avait déjà dit qu'elle ne voulait pas vivre avec mes parents, c'est pourquoi nous avions acheté cette maison. Maintenant, elle prétend qu'elle s'occupera de mes parents plus tard, comment pourrais-je la croire? Je ricanai et dis: mes parents n'ont pas besoin que tu t'occupes d'eux. Ma femme hocha la tête et dit: d'accord, alors nous irons en justice. Je pris une profonde inspiration, incrédule, et lui rétorquai: maintenant que tu sais que j'ai un cancer de l'estomac, tu veux m'attaquer en justice? Ma belle-mère impatientée ajouta: on essaie de te parler gentiment, mais tu ne comprends pas, il faut qu'on te dise la vérité crue, et ça, tu es déjà malade, si on te traîne en justice pendant des années, on t'épuisera, tu crois vraiment pouvoir garder ces biens? Elle s'emporta de plus en plus, pointant même son doigt vers mon visage pour poursuivre: quand tu seras mort, ce seront tes vieux parents qui devront nous affronter en justice, et tu crois qu'on a peur d'eux? La colère brûlait violemment dans mon cœur. Toute cette famille n'est qu'une bande d'ingrats, alors que j'y avais même envisagé de vendre notre vieille maison pour lui sauver la vie. Ma femme a dit: maman, ne te dispute pas avec lui, laisse-moi lui parler cœur à cœur. Elle a pris ma main, le visage empreint d'une sincérité apparente. Mais ce visage qui m'avait autrefois plu, aujourd'hui je le trouve répugnant à chaque regard. Ma femme me dit très sérieusement: essayons de nous mettre à la place de l'autre. D'accord, si c'était moi qui étais malade aujourd'hui, je te laisserai aussi la plupart de nos biens, parce que j'espère qu'après mon départ tu pourras t'occuper de mes parents. Ma belle-mère s'empresse d'ajouter: exactement, regarde comme ma fille est généreuse, et regarde, toi tu ne ressens pas de honte, à quoi penses-tu donc toute la journée? Je réponds: je pense qu'un couple devrait traverser les épreuves ensemble. Ma femme secoua la tête et dit: ce que tu dis est vraiment puéril. Je demandai: en quoi est ce puéril? Elle répondit: affronter les épreuves ensemble en tant que couple, ça semble noble en surface, mais au fond c'est toi qui m'entraînes dans tes difficultés personnelles.
Si je reste avec toi je vais gaspiller ma jeunesse, mes économies pour finir vieille et ruinée quand tu partiras tranquillement me laissant sans rien, et c'est vraiment ce que tu veux. Les paroles de ma femme résonnaient en moi comme autant de coups de couteau plantés en plein cœur. J'y étais prêt à tout donner pour la sauver puisqu'elle était malade, mais je n'avais pas imaginé que si les rôles étaient inversés sa première réaction serait de se sentir un fardeau. Je soupirai le cœur lourd et murmurai avec tristesse: comment un couple peut-il parler de fardeau? Nous avons pourtant échangé des promesses jurées que ni la pauvreté ni la maladie ne nous sépareraient. Ma femme secoua la tête: tu vois les choses trop simplement, laisse-moi te dire ce qui nous attend est horrible si nous ne divorçons pas. Je ne comprends pas pourquoi on en vient à parler de quelque chose d'aussi terrible, mais ma femme me dit avec un sérieux absolu: au début je resterai à tes côtés pour affronter ensemble les traitements, mais avec le temps, alors que nos économies s'amenuiseront jusqu'à nous endetter, jusqu'à devoir vendre la maison et la voiture, crois-tu vraiment que notre vie sera encore supportable? Je ne répondis pas, commençant plutôt à imaginer le scénario qu'elle décrivait. Elle poursuivit: le jour où tu seras trop faible pour marcher et que je devrais te porter jusqu'à l'hôpital sans même avoir de voiture, sous la pluie et le vent, obligé de prendre le bus avec toi sur le dos, peut-être même devrais-je te nettoyer après tes besoins, une vie ainsi jour après jour ne te remplirait-elle pas de remords? Je ne pus m'empêcher de répondre: les traitements offrent encore une chance, si nous surmontons cette épreuve notre vie pourrait s'améliorer par la suite. Ma femme, me voyant encore contester ses propos, déclara soudain: mais pourquoi devrais-je jouer le reste de ma vie sur une simple probabilité? Une simple phrase, mais qui glaça complètement mon cœur. Elle poursuivit: si je gagne ce pari tant mieux, mais si je perds c'est toute ma vie qui y passera. Tu parles sans cesse d'affronter ça ensemble, mais n'est-ce pas juste de l'égoïsme du début à la fin? Tu n'as pensé que à me faire porter le fardeau. Elle se mit même à pleurer en parlant, sanglotant: je suis aussi un être humain avant de penser à ta propre survie. Pourquoi ne penses-tu pas que je suis simplement une personne? Moi aussi je veux aussi avoir une vie heureuse et ordinaire. La belle-mère s'empressa de tendre des mouchoirs en papier à sa femme pour essuyer ses larmes. Elle tapota l'épaule de sa femme pour la réconforter en disant: cet homme est vraiment ingrat, il ne pense qu'à lui du début à la fin sans jamais prendre en compte tes sentiments. Les sanglots de ma femme redoublèrent jusqu'à ce qu'elle éclate en sanglots. Pourquoi devrais-je parier des décennies de ma vie restante sur une simple probabilité de ton côté? Si tu aimes, est-ce une raison pourrait m'entraîner dans ta chute? Je contemplais le visage en larmes de ma femme, ces paroles résonnant dans mon esprit. Oui, pourquoi devrais-je parier des décennies de ma vie restante pour une simple probabilité de son côté? À ce moment précis, j'y ai réalisé à quel point j'y avais été terriblement stupide. C'est aussi à ce moment-là que j'y ai compris les bonnes intentions de ma mère. Ma femme a dit en ce moment: tu es déjà tombé dans l'abîme, si je pouvais te remonter je le ferais sans hésiter. Le problème est que je me sens vraiment impuissante, si tu continues à agripper ma main sans relâche tu finiras par nous entraîner tous les deux dans les profondeurs. Je souris amèrement et dis: tu as raison, puisque nous nous sommes aimés nous devons penser à l'autre, il n'est pas nécessaire de l'entraîner aussi dans l'abîme. En entendant que je commençais à céder, ma femme et ma belle-mère échangèrent un regard puis s'empressèrent de me dire avec excitation: oui, c'est bien que tu comprennes, si je te parle de divorce aujourd'hui ce n'est absolument pas parce que je suis cruel ou insensible, au contraire c'est précisément parce que nous nous sommes aimés que nous ne devons pas en arriver là. C'est à ce moment-là que mon téléphone a soudainement sonné. C'était un SMS envoyé par ma mère. Le message disait: j'y ai déjà fait des recherches, notre vieille maison peut encore se vendre pour 600 000 yuan, ce qui devrait couvrir plusieurs années de traitement. Ma belle-mère a vu le contenu sur l'écran du téléphone, son visage a immédiatement changé et elle a dit: tu as déjà contacté ta mère pour vendre la vieille maison, n'est-ce pas? Ma femme a eu un mouvement de recul et a dit: tu as contacté la famille pour vendre la vieille maison sans même me consulter, tu es vraiment égoïste, si je ne t'avais pas parlé de divorce aujourd'hui, est-ce que tu aurais vendu cette maison aussi? Ma belle-mère s'est exclamée avec agitation: il ne te considère même pas comme faisant partie de la famille, il veut juste vendre la vieille maison pour faire venir ses parents ici et après tu ne devras pas seulement t'occuper de lui mais aussi de 2 personnes âgées. Ma femme mordit ses lèvres et dit: je ne t'aurais jamais cru capable de ça, de quel droit fais-tu venir tes parents vivre avec nous sans même me demander mon avis? Je répondis: attends une minute, tes propos sont contradictoires, tu viens de dire que si je te laissais la maison tu t'occuperais de mes parents, mais maintenant tu demandes de quel droit ils vivent avec nous, qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Ma femme s'exclama énervée: c'était pour dans 10 ou 15 ans quand j'y aurais réussi ma carrière, les faire venir maintenant ne va-t-il pas nuire à mes ambitions professionnelles? Ma belle-mère s'empressa d'ajouter: interdit de vendre cette vieille maison, absolument interdit, si tu la vends maintenant ou ma fille habitera elle plus tard, tes parents profiteront sûrement de leur absence de logement pour s'incruster chez elle. Je souris amèrement et dis: je n'aurais jamais imaginé que la vieille maison qui est la propriété de mes parents devait obtenir ton accord pour être vendue. Ma belle-mère déclara d'un ton solennel: non seulement tu es un fardeau pour ta femme mais aussi pour tes parents, tu n'as aucun sens des responsabilités, quoi qu'il en soit je te le dis clairement, la vieille maison de ta famille ne doit pas être vendue, si vous osez mettre un panneau à vendre je viendrai tous les jours faire du scandale au point que personne n'osera l'acheter. Je compris enfin. Si c'était moi qui étais malade aujourd'hui, non seulement elle prendrait ma maison et la moitié de mes économies, mais elles empêcheraient aussi mes parents de vendre leur logement de peur qu'il n'ait nulle part où vivre et finissent par venir habiter ici avec elle. Ma femme me regarda avec déception et dit: pourquoi es-tu devenu comme ça? Maintenant je m'occuperai de tes parents mais pas maintenant, je suis dans une période ascendante de ma vie et si tu me retiens maintenant, comment pourrais-je aider ta famille plus tard? Je souris amèrement et répondis: donc tu veux dire que parce que je suis malade et que j'y ai épuisé la moitié de mes économies je ne peux même pas demander à mes parents de vendre leur maison pour me sauver? Ma femme prit un air grave et déclara: ne tourne pas les choses de manière si désagréable, je veux juste que tu ne penses pas que à toi mais aussi à moi et à tes parents. Au début je me sentais coupable mais maintenant je vois que divorcer était la bonne décision, tu es vraiment égoïste. À ce stade je me sentais comme un parfait imbécile. Si ma mère ne m'avait pas demandé de mentir, j'y aurais probablement gaspillé toute ma fortune pour cette mauvaise femme. J'y ai soupiré et dit: très bien, puisque tu veux divorcer alors divorçons.
Ma femme et ma belle-mère ont échangé un regard surprise que j'y accepte si facilement. Ma femme s'est empressée d'ajouter parfait. J'espère que tu ne m'en voudras pas si c'était moi qui étais malade aujourd'hui. J'y aurais fait le même choix. J'y ai demandé à ma femme est-ce que tu dis vraiment ce que tu penses. Elle a déclaré bien sûr ce sont toutes des paroles sincères si une seule est fausse que la foudre me frappe. J'y ai ri amèrement et dit d'accord alors je signe. En entendant cela ma belle-mère s'est immédiatement enthousiasmée, elle a tapé sur mon épaule et a dit je savais dès le début que je ne m'étais pas trompé sur toi, tu es une personne responsable et digne de confiance. Ma femme s'est empressée d'apporter un stylo, elle a tendu reprenant instantanément son visage doux et a dit c'est la meilleure solution, nous nous sommes tant aimés, ne laissons pas la fin devenir si moche. Je souris froidement puis j'y effacé le nom de l'épouse de la partie A sur le contrat et signé à la place le mien. Le sourire sur le visage de ma femme se figea progressivement, elle demanda qu'est-ce que ça signifie. En regardant son visage je me suis souvenu de tous ces moments passés avec elle, pour être honnête j'y étais en train de lui donner une dernière chance. Je dis avec sincérité n'arrête pas de dire que tu as peur d'être un fardeau, alors maintenant je te rends tout ce qui t'appartient d'un point de vue légal, tout cela est ta propriété et comme mon salaire est plus élevé que le tien tu y gagnes un peu. Puis j'y ai pris la main de ma femme et lui ai dit doucement tu sais que je suis malade maintenant, je veux vivre en gardant ces biens, je pourrai les vendre plus tard, tu ne seras plus entraîné dans mes problèmes, si tu m'as jamais aimé ne m'enlève pas au moins cet espoir de survivre des accords. C'était la dernière chance que je donnais à ma femme. Si elle acceptait cela prouverait que ses paroles étaient sincères et que j'y avais mesquinement douté d'une personne noble. Si elle était vraiment une personne noble alors bien sûr je ferais tout mon possible pour la sauver. Malheureusement ma femme n'a pas su saisir cette chance. Elle a violemment repoussé ma main et m'a hurlé dessus. Avant le mariage on avait convenu que tu me donnerais un appartement comme garantie, maintenant que je suis presque une veuve pourquoi tu voudrais me reprendre ce qui me revient de droit. Je l'ai observé dans son état hystérique à cet instant, tout espoir m'a abandonné. Enfin le vrai visage était dévoilé. Chacune des paroles qu'elle avait prononcées auparavant me paraissait désormais si ridicule. Ma belle-mère a arraché l'accord de divorce et elle a déchiré en morceaux les dents serrées. Très bien alors nous irons en justice, voyons combien de temps tu pourras traîner espèce de malade. Sur ces mots elle a jeté les morceaux de l'accord directement sur mon visage et a ajouté avec méchanceté quand on te parlait gentiment tu ne savais pas apprécier, maintenant que ça va devenir dur tu comprendras ce que signifie le regret. À partir d'aujourd'hui je me posterai tous les jours devant votre vieille maison, si vous osez la vendre je ferai un scandale. Je les ai observées froidement toutes dehors et elle tandis que ma femme sortait son téléphone pour appeler son avocat déclarant calmement maître la négociation a échoué, poursuivons en justice. Apparemment elle n'avait pas seulement préparé l'accord de divorce mais avait même déjà engagé un avocat. Je me demandais pourquoi elle allait si vite, elle avait visiblement trouvé un avocat spécialisé en divorce. J'y ai souri amèrement en disant on dirait que tout ce que tu viens de raconter était un mensonge. Le plus triste c'est que je pensais encore que si tu vivais cette situation aujourd'hui je ferais tout mon possible pour te sauver. Ma belle-mère a soudainement lancé un ton sarcastique, oh là là comme j'aimerais que ce soit ma fille qui vive tout ça. Malheureusement ma fille vivra jusqu'à 100 ans alors que toi tu as un cancer et tu vas mourir. J'y ai secoué la tête en disant les choses en sont arrivées là, commençons par déposer la demande de divorce. La belle-mère s'exclama avec agitation les biens n'ont même pas encore été partagés alors pourquoi divorcer? Ma femme tira rapidement sa mère par la manche et dit maman ce n'est pas grave, on peut toujours engager une procédure pour le partage des biens après le divorce. Elle murmura quelques mots à l'oreille de sa mère qui eut soudain une illumination et s'empressa de dire à sa fille d'accord alors dépêche-toi d'aller demander le divorce avec lui. En observant l'air mystérieux de ma femme je compris en réalité ce qu'elle mijotait, à vrai dire nous devions probablement penser à la même chose. Je ne sortirai pas le rapport de diagnostic à ce moment pour leur clouer le bec, seuls les plus stupides agiraient ainsi en révélant la vérité maintenant car ma femme et moi avions pensé à la même loi. La loi chinoise stipule clairement dans le code du mariage que les époux ont un devoir de soutien mutuel. À ce stade elle pense que je suis malade, si elle ne me vient pas en aide elle enfreint la loi. De même si je ne lui porte pas l'assistance je serais également en infraction. Si je produisais le rapport de diagnostic maintenant ma femme refuserait catégoriquement le divorce et alors que se passerait-il ensuite? Avec le tempérament du tribunal il rejetterait certainement ma demande de divorce. Le tribunal voudrait que je sois gentil avec ma femme quand ces moments difficiles j'ai l'obligation de la soigner et il rejetterait très probablement ma demande de divorce. À ce moment-là ma femme et moi pensions à la même chose, divorcer au plus vite pour éviter cette loi sur l'obligation de soutien entre époux. C'est pourquoi j'y ai compris que seuls les idiots sortiraient le rapport de diagnostic à ce stade. Si l'autre partie refusait le divorce je serais fichu. Comme prévu après avoir déposé notre demande de divorce au bureau des affaires civiles ma femme a directement disparu. Elle a complètement coupé les ponts avec moi, passant tout son temps à rassembler des preuves sur nos biens et à contacter des avocats. Ma belle-mère venait aussi quotidiennement surveiller notre vieille maison familiale de peur que nous ne la vendions. Je ne ressentais que de la tristesse pour divorcer de moi par procès, elle était constamment débordée au point de ne même pas trouver le temps d'aller à l'hôpital vérifier les résultats de son examen médical. Pendant ce temps je ne suis pas resté inactif non plus, j'y ai aussi commis une mauvaise action. J'y ai contacté des avocats partout faisant comprendre à ma femme que j'y étais prêt à engager des poursuites judiciaires. Cela elle a rendu encore plus anxieuse au point qu'elle a complètement négligé son rapport d'examen médical, passant ses journées à courir partout. Dans cette guerre des usures la période de réflexion pour le divorce a finalement pris fin. Nous avons enfin obtenu notre acte de divorce, ma femme a rangé le sien en ricanant, maintenant nous allons pouvoir engager de longues procédures judiciaires, voyons si je peux te mener à la ruine. Je poussai un soupir et lui tendis son rapport médical en disant après tout nous avons été mariés, j'y ai un cadeau pour toi. Elle resta un instant interloquée avant de demander qu'est-ce que c'est. Je répondis tu te souviens de notre examen médical commun, j'y ai contacté à l'hôpital, tu étais trop occupé pour aller le récupérer alors je l'ai fait pour toi.
Ma femme eut un ricanement glacial. Maintenant que les choses en sont là, tu fais semblant de t'inquiéter pour moi, tu espères que je vais te montrer de la clémence. Laisse-moi te dire une chose, pas question. La belle-mère se tenait aux côtés de sa femme et elle encourageait en disant ne fais pas confiance à ce type, il est égoïste, ne te laisse pas attendrir par un peu des attentions qu'il te montrait. L'avocat a dit qu'il ne fallait pas avoir peur, qu'il ne fallait pas reculer. J rit amèrement et J dit vous devriez d'abord regarder ceci. Elle a arraché le rapport médical des mains et elle s'est mise à le lire. Au fur et à mesure qu'elle lisait, son expression a soudainement changé. Elle fronça étroitement les sourcils et dit qu'est-ce que ça veut dire? Je répondis tu ne comprends même pas un rapport médical. Elle répliqua avec impatience nous sommes déjà divorcés, arrête de me parler sur ce ton paternaliste, ça me donne envie de vomir. Si tu as quelque chose à dire dis-le vite sinon dégage. Ma belle-mère ajouta exactement toi qui es sur le point de crever, arrête de nous narguer avec ton air supérieur, si tu as quelque chose à dire dis-le clairement ou elle n'a pas envie d'écouter tes jérémiades. Je soupirai et dis il y a un mois on t'a diagnostiqué un cancer de l'estomac, je suis rentré chez moi pour convaincre mes parents de vendre notre vieille maison afin de te sauver la vie, mais ma mère elle m'a dit de prétendre dès abord que j'y étais malade pour te tester. Toutes deux restèrent bouche bée. Ma femme incrédule regarda à nouveau son rapport médical et elle s'écria paniquée c'est impossible, tu dois me mentir, tu fais exprès de me rendre malade. Je haussai les épaules et répondis si tu ne me crois pas tu peux aller te faire examiner dans un autre hôpital, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire, tu n'as pas beaucoup d'argent maintenant, tu devrais l'économiser et le dépenser à bon escient. Ma femme tenait le rapport médical hébétée ne sachant que faire. La belle-mère lui arracha le rapport médical des mains, le tourna dans tous les sens avant de se mettre à trembler de tout son corps. Comment se fait-il que ce soit ma fille qui soit malade, et s'exclama-t-elle bouleversée. Je dis froidement je t'ai offert ce rapport médical par pure charité, tu n'as jamais pris la peine d'aller le chercher à l'hôpital toi-même et tu as perdu un mois crucial. Pour être honnête, tu as été vraiment stupide si tu n'avais pas été obsédé par l'argent, occupé à chercher des avocats pour intenter un procès, et si tu t'es été un peu soucié de ta santé, comment aurais-tu pu gaspiller autant de temps? Après avoir prononcé ces mots je me retournai pour partir, c'est à ce moment-là que ma belle-mère éclata en sanglots. Ma femme m'attrapa le bras d'une main tremblante et balbutia attends, tu ne peux pas partir, je ne veux plus divorcer. Elle s'empressa de rejeter le certificat de divorce sur le comptoir et dit précipitamment à l'employé nous ne divorçons plus, aidez-nous à annuler la demande maintenant. L'employé répondit avec résignation les documents vous ont déjà été remis à tous les deux, comment voulez-vous annuler maintenant? Pendant le mois de réflexion, qu'est-ce que vous faisiez? Ma femme s'écria paniquée on ne peut pas divorcer, je me rétracte, mariez-nous à nouveau tout de suite. Je me dégageai de son étreinte et dis calmement même si tu veux te remarier moi je ne suis pas d'accord, d'ailleurs c'est toi qui as demandé le divorce et maintenant tu veux annuler, tu changes des avis comme de chemise, tu prends le mariage, pourquoi au juste? Ses larmes ont jailli instantanément et elle a saisi ma main en sanglotant comment as-tu pu faire une chose pareille, tu sais très bien que je suis malade, pourquoi veux-tu divorcer? Je l'ai regardé stupéfait et j'y ai répondu tu pourrais peut-être écouter ce que tu dis, c'est bien toi qui as dit auparavant que puisque j'y étais malade nous devrions divorcer pour ne pas gâcher le reste de ta vie. Elle a pleuré en disant ce n'est pas la même chose. Elle commençait à faire du 2 poids 2 mesures, j'y ai roulé des yeux incapable de comprendre en quoi c'était différent. Puis je me suis retourné pour partir mais elle m'a rapidement rattrapé en me saisissant de nouveau le bras et a dit avec empressement tu ne peux pas partir, tu dois m'épouser tout de suite, nous nous sommes tant aimés autrefois, comment peux-tu m'abandonner et partir dans les moments les plus difficiles de ma vie? Ma belle-mère a aussi réagi avec émotion, c'est vrai ma fille t'a tant aimé auparavant et qui a dit que le cancer ne pouvait pas être guéri, il y a toujours une chance de guérison avec le cancer. J'y ai ricané et répondu pourquoi devrais-je risquer le reste de ma vie pour une simple probabilité de guérison? Ma femme furieuse a crié si tu pars comme ça aujourd'hui nous te poursuivrons en justice et nous nous battrons jusqu'au bout. Je haussai les épaules et dis avec indifférence peu importe, allez y porter plainte contre moi, voyons combien d'années vous pouvez traîner ça, quand vous serez morte de votre maladie je poursuivrai en justice vos vieux parents. Je t'en supplie ne pars pas. Sous le coup de la panique ma femme s'agenouilla soudain devant moi, elle saisit mes mains et me dit d'un air pitoyable c'est moi qui ai été stupide avant, au nom de l'amour que nous avons partagé ne m'abandonne pas maintenant que j'y ai le plus besoin de toi. En voyant son expression si pathétique je ressentis à nouveau un frisson de dégoût. Je dis quand j'y ai appris que tu étais malade j'y ai tout fait pour te sauver, c'est toi et ta mère qui avait dit qu'il ne fallait pas entraîner l'autre dans la maladie, vous êtes même allé provoquer mes parents refusant que je vende la vieille maison, tout cela n'est-ce pas le résultat que vous vouliez atteindre? Ma femme tremblante et en larmes murmura ce n'est pas la même chose, la situation était différente à l'époque. Je déclarai sérieusement tiens ta promesse tu me l'as répétée tant de fois, si c'était toi qui étais malade tu ne m'entraînerais jamais dans cette épreuve, ne sois pas égoïste, pense aussi à moi. Dans son désespoir ma belle-mère me barra le chemin, elle me pointa du doigt et cria avec emportement tu n'as vraiment pas de cœur, ta femme a un cancer et tu veux la quitter, comment peut-il exister des gens aussi vils que toi dans ce monde? Elle parlait si fort comme si elle voulait attirer l'attention de tout le monde, le plus triste c'est que nous parlions aussi assez fort auparavant et tous les gens présents avaient déjà compris ce qui se passait réellement. Les regards que les gens posaient sur elle ne contenaient aucune trace de compassion mais étaient même teintés d'une certaine moquerie. Je dis dégagez, les bons chiens ne bloquent pas le passage. Ma belle-mère était folle de rage, elle leva la main prenant la posture de quelqu'un qui s'apprête à gifler. Je dis froidement essaie donc de me frapper, ta famille a besoin d'argent en ce moment, si tu oses me toucher je m'effondrerai par terre et on verra bien si tu as de quoi me dédommager. Elle me fixa intensément puis finit par baisser la main et me dit d'une voix douce nous avons eu tort auparavant, faut-il que je m'agenouille ici et te fasse des courbettes pour que tu acceptes de te remarier avec ma fille? Je restai un instant interloqué puis répondis on pourrait peut-être y réfléchir. En entendant cela ma belle-mère s'empressa de s'agenouiller devant moi et se mit à me faire des courbettes frénétiques, elle supplia c'est de notre faute, nous avons été stupides, je t'en supplie sauve ma fille, nous n'avons plus d'argent, elle va mourir.
Je regardais ma belle-mère et s'agenouiller devant moi et me faire des courbettes et je ne pouvais m'empêcher de trouver la situation plutôt comique. Une fois les courbettes terminées, ma belle-mère me regarda avec un visage plein d'espoir et demanda: maintenant peux-tu te remarier avec ma fille? D'un ton sérieux je répondis: j'y ai bien réfléchi, je ne me remarierai pas. Le visage de ma belle-mère changea instantanément de couleur bouillonnante de colère, elle s'écria: comment oses-tu te moquer de moi? Je haussai les épaules et dis avec indifférence: dès le début je t'ai et été très clair, je t'ai simplement dit que j'y allais y réfléchir sérieusement et après réflexion je ne veux pas reprendre le mariage. Y a-t-il un problème? Si tu n'es pas d'accord tu peux essayer de me frapper. Ma belle-mère était furieuse, le visage livide, mais dans cette situation elle n'osait pas lever la main. Ma femme quant à elle était complètement effondrée, elle pleurait en me disant: est-ce vraiment nécessaire de traiter ma famille comme ça? Tu sais très bien que je vais mourir et pourtant tu continues à humilier ma mère et moi. Je répondis: je ne fais que humilier toi, mais quand tu croyais que j'y allais mourir, toi tu voulais m'achever. Elle sanglotait: non, je ne voulais pas t'achever, je pensais simplement qu'au moins l'un de nous deux devait survivre dignement. Je hochai la tête et dis: je suis d'accord, alors maintenant je veux bien vivre. Félicitations, tu m'as convaincu. Dire qu'avant j'y étais assez stupide pour vouloir te sauver. Ma belle-mère hurla de colère: tu savais que ta femme avait un cancer et tu n'as rien dit, c'est illégal. Je rétorquai: va y porte plainte au commissariat, si elle n'a pas pris son rapport médical c'est son problème, pas le mien. Sur ces mots je tournai les talons et partis laissant ma femme et ma belle-mère planter la stupéfaite. Les choses ne se sont pas terminées aussi facilement, j'y avais sous-estimé l'effronterie de cette mère et sa fille. Après avoir compris que je refusais catégoriquement de me remarier, elles ont commencé à se comporter de manière éhontée. D'abord en pleurnichant devant mes voisins à ma porte, puis en perturbant mon lieu de travail, déployant des banderoles pour m'accuser d'avoir abandonné une épouse atteinte d'un cancer, cherchant visiblement à me discréditer complètement. Mon employeur a demandé à me parler après avoir pris connaissance des détails, ils ont tous eu pitié de moi. Le patron est venu me voir personnellement proposant de me muter dans une filiale en province, il m'a même conseillé de vendre ma maison pour éviter de m'embourber davantage avec ce genre de personnes. Je me dis que le patron a raison, maintenant cette mère et sa fille sont devenues complètement folles. Si elles apprennent un jour qu'elles ne peuvent pas être soignées et qu'elles décident de prendre un couteau pour m'emmener dans la tombe avec elles, c'est moi qui serai perdant. Non. Mon entreprise a été plutôt solidaire, ils m'ont proposé un poste dans une filiale éloignée tout en annonçant officiellement que j'y avais été licencié. J'y ai emmené mes parents loin de ces ennuis en veillant à ne donner à personne notre nouvelle adresse. Quant à l'appartement conjugal et à l'ancienne maison, ils ont tous deux été mis en vente. Dans ce genre de situation, la meilleure solution est encore de prendre la poudre des escampettes le plus loin possible, inutile de s'embourber dans des histoires avec des malades mentaux. Cependant mon ex-femme n'a pas abandonné l'idée de me traîner en justice. Ce genre de litige civil progresse souvent très lentement et lorsque l'audience a enfin eu lieu, je l'ai enfin revue. Elle était devenue squelettique, assise au banc des parties en pleurant devant le juge. Il m'a abandonné quand j'y avais le plus besoin d'aide. Tout ce que je demande à la cour c'est de me rendre justice, soit d'annuler notre divorce, soit de me donner cet appartement. Je ne suis qu'une pauvre femme qui veut survivre. Elle pleurait à chaudes larmes, mais j'y avais depuis longtemps préparé mes preuves. J'y ai sorti l'enregistrement de la caméra de surveillance de notre ancienne maison et elle est montrée au tribunal. Le juge fronçait les sourcils en regardant les images puis s'adressa à mon épouse: c'est vous qui avez demandé le divorce, n'est-ce pas, lorsque vous pensiez qu'il était malade? Ma femme a pleuré en disant: ce n'est pas pareil, c'est un homme et il a des revenus plus élevés que les miens. À l'époque je me disais qu'étant une fille ordinaire je ne pourrais pas bien m'occuper de lui ni assumer ses frais médicaux, alors le divorce était la meilleure solution. Le juge a déclaré: alors pourquoi pensez-vous que maintenant que vous êtes malade il n'osera pas divorcer? Ma femme a répondu: je l'ai déjà dit, parce qu'il a des revenus plus élevés, il devrait normalement prendre soin de moi. Je suis une personne en train de mourir, même si j'y ai commis une erreur cela ne mérite pas la mort, et n'est-ce pas, je ne suis qu'une fille ordinaire face à des difficultés, je panique et prends de mauvaises décisions. J'espère que le tribunal me donnera une chance de me racheter. Le juge a répondu calmement: je suis aussi une femme mais je ne partage pas votre point de vue. Finalement le tribunal a enfin rendu son verdict. Le tribunal a estimé que la propriété avait été achetée avant le mariage et que ma femme n'avait donc aucun droit dessus. Quant aux biens acquis pendant notre mariage, ils étant considérés comme des biens communs et ont été divisés à parts égales. Cependant par humanité le tribunal m'a demandé de verser 50 000 yuans, ce qui était déjà le meilleur résultat possible. Mieux vaut perdre 50 000 yuans que de perdre cette maison. Pourtant ma femme n'était pas satisfaite, elle pleurait en disant: je ne l'accepte pas, je vais faire appel, à quoi me serviront 50 000 yuans? Soudain je me suis dit que peut-être ma belle-mère avait raison, je suis encore jeune et si je dépensais toutes nos économies pour sauver ma femme sans succès, comment pourrais-je vivre le reste de ma vie? JS, exclama ma belle-mère avec émotion: tu as gardé ta maison, de quel droit veux-tu faire appel? Je haussai les épaules et dis: c'est vous deux, mère et fille, qui m'avez donné cette idée, je peux faire appel sans cesse traîner les choses jusqu'à la mort de votre fille. Quand elle sera morte, l'indemnisation humanitaire ne sera plus de 50 000 yuans, les frais funéraires ne vous rapporteront que quelques milliers de yuans tout au plus. Ma belle-mère eut un mouvement de recul puis finit par hurler effondrée: comment pouvez-vous être aussi cruel? Étais-je cruel? Pour être honnête, je ne le pensais pas. Autrefois, quand ma femme était malade, j'y étais prêt à tout donner pour la sauver, mais quand j'y ai réalisé qu'elle n'était pas ma bien-aimée mais mon ennemi, je n'ai plus eu aucune pitié pour elle. Le juge me demanda si je voulais faire appel, je me contentais de sourire et de secouer la tête car je savais qu'il y avait un délai pour faire appel, il me suffisait de déposer ma requête au tout dernier moment. Ma décision était unique: gagner du temps. Exactement comme cette mère et sa fille avaient initialement prévu de me manipuler. Finalement ma femme n'a pas survécu jusqu'au prochain procès, sa famille était déjà à court d'argent et les efforts déployés pour mener ce combat judiciaire n'ont fait qu'aggraver rapidement son état. Le jour de sa mort, lorsque j'y ai appris la nouvelle, je n'ai pu m'empêcher de pousser un soupir. Après tout, nous nous sommes aimés passionnément mais je n'aurais jamais imaginé que même après un amour si intense j'y aurais pu être aussi aveugle.
Je veux juste conseiller à tout le monde de se chérir davantage, de ne pas s'épuiser bêtement à se sacrifier par émotion, car l'autre personne ne mérite peut-être pas votre dévouement. Certains hommes, peu importe l'amour que leur femme leur porte, finiront par choisir une femme plus jeune. Certaines femmes, malgré tout l'amour que leur mari leur donne, finiront par le tromper. Je ne prêche pas la peur du mariage, je veux simplement vous mettre en garde. Lorsque vous donnez sans compter, gardez toujours une porte de sortie.